Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 15 juillet. Au Kosovo, le retour d'Ibrahim Rugova, chef modéré et président élu, provoque un enthousiasme populaire, mais l'on attend beaucoup de la présence désormais effective de Bernard Kouchner, administrateur pour les Nations Unies au Kosovo. La reprise des exportations de viande bovine britannique autorisée à partir du 1er août suscite bien des interrogations chez les éleveurs et les consommateurs européens. Mise au point d'un traitement simple et peu cher, pouvant éviter la transmission d'une mère à son enfant du virus du sida. L'adjudant-chef de gendarmerie Éric Moulier, qui participa à l'opération dite de la Paillote, donne sa version des faits et met en cause la préfecture corse. Sport, cyclisme, 11e étape insolite avec la victoire du champion belge Dirksens qui devance le peloton de plus de 22 minutes. Ce jeudi 15 juillet à Pristina, la capitale du Kosovo, l'arrivée de deux hommes provoquait espoir et enthousiasme. Espoir de reconstruction, d'administration et de justice avec Bernard Kouchner, administrateur pour les Nations Unies de cette province, où déjà 600 000 réfugiés sont de retour, soudain confrontés à une cohabitation difficile avec les habitants serbes. Enthousiasme manifeste pour Ibrahim Rugova, ce chef modéré, pacifiste, président élu, mais partenaire encombrant pour l'Utšeka séparatiste. Officiellement pourtant, l'Utšeka s'est réjoui de son retour à Pristina. Reportage de nos envoyés spéciales Agnès Varamian et Nathalie Gallet. C'est le président que les Albanais s'étaient choisi il y a un an lors d'élections clandestines mais tolérées par les autorités serbes. Les Albanais attendaient son retour depuis un mois et demi. Charismatique, Ibrahim Rugova avait en effet pour beaucoup failli en allant serrer la main de Milosevic à Belgrade pendant la guerre. On le disait politiquement mort, le voilà acclamé. Cet homme explique que Rugova arrive tard, certes, mais qu'il vaut mieux tard que jamais, qu'il ne lui en veut pas. Cette jeune fille souhaite que Rugova unisse les Albanais et qu'ils s'entendent avec l'Utšeka. Le Kosovo libre, salué par Rugova. Mais pendant son absence, son grand rival, Hashim Thaçi, porte-parole de l'Utšeka, a déjà constitué un gouvernement non élu, mais au travail. C'est avec Thaçi, l'homme fort, et Rugova, le légitime, que Bernard Kouchner va devoir négocier. L'arrivée concomitante de Kouchner et Rugova ne devait rien au hasard aujourd'hui. Bernard Kouchner a besoin d'interlocuteurs. Rugova, le non-violent, est le plus fréquentable. Je ne suis pas neutre. Je suis impartial, comme l'ont été nos amis ici. Et bien sûr, M. Rugova est un des interlocuteurs dont je souhaite, car la démocratie l'exige, que plusieurs interlocuteurs soient en face de nous pour construire petit à petit, step by step, progressivement, ce qui n'a jamais été le cas ici. Retour à l'autonomie, démocratie. Ibrahim Rugova attend avec impatience les élections que doit organiser l'ONU. Cet après-midi, il a retrouvé sa maison de Pristina, dans laquelle il était assigné à résidence par les Serbes. Il a aussi enlevé son célèbre foulard de soie. Il n'en a plus besoin, dit-il. C'était le symbole d'une voix étouffée au Kosovo. Pour celui que l'on appelle toujours le docteur Bernard Kouchner, la reconstruction du pays passe aussi par le règlement des besoins sanitaires urgents. À l'hôpital de Mitrovica, situé dans l'enclave serbe de cette ville, une administratrice vient d'être nommée par la cellule des Nations Unies. Elle doit faire travailler ensemble médecins serbes et albanais dans un établissement évidemment très démuni. Ce système mis en place à l'hôpital de Mitrovica pourrait servir d'exemple pour tout le Kosovo. Reportage Valérie Fourniou et Frédéric Pasquette. Ils sont médecins, infirmiers ou simples cuisiniers. Et chaque jour, c'est sous escorte qu'ils rejoignent leur lieu de travail. Une petite victoire pour ces 168 Albanais qui ont réussi à retrouver leur emploi à l'hôpital de Mitrovica en zone serbe. Et l'épreuve de force est quotidienne entre le personnel hospitalier des deux communautés. Outré, ce médecin albanais a tenu ce matin à nous emmener dans son service de gynécologie. Une discrimination nationale qui était ici. L'infirmière serbe de permanence a laissé ces femmes albanaises qui ont accouché et subi une césarienne dans leur sang. Aucune d'elles n'a reçu de soins sauf cette femme serbe. L'infirmière serbe ne m'a rien donné, même pas de serviette hygiénique.
Je n'ai eu ni pansement, ni médicaments, et les médecins albanais n'ont rien pu nous donner car il n'y avait pas accès. Calmer la peur et la haine dans cet hôpital, c'est la mission de Muriel Arondo, un administrateur civil qui doit faire coexister les deux communautés, une mission mêlée de diplomatie et de fermeté. Nous avons vérifié si c'était vrai qu'une seule personne serbe a reçu du matériel nécessaire, d'autant que les autres n'en ont pas. Car les face-à-face sont constants entre médecins albanais et serbes, et l'administrateur doit être aussi un médiateur. Maintenant, s'il s'avère exact que cette infirmière n'ait pas prodigué les soins nécessaires aux patientes albanaises, eh bien je la convoquerai et je prendrai les mesures qui s'imposent. Ouais. On va y arriver, on va y arriver. C'est une question de temps. Et de travail. C'est une question de temps et de travail. De patience surtout. D'autant plus qu'une fois les tensions oubliées, ces deux médecins albanais et serbes ont poursuivi leur travail en commun et qu'une entente est possible. Quand les médecins albanais sont revenus, ils ont refusé de reconnaître notre autorité, comme nous la leur. Il ne peut pas y avoir de chef, il ne peut y en avoir qu'un. Mais le pari n'est pas gagné pour l'administrateur civil, car ce service de gynécologie est le seul de l'hôpital où Serbes et Albanais communiquent et œuvrent malgré tout côte à côte pour le bien des malades. À compter du 1er août prochain, la Grande-Bretagne pourra reprendre ses exportations de viande bovine. La Commission européenne a écouté tous les avis des comités scientifiques compétents et mis ainsi fin à un embargo décidé le 27 mars 1996 en raison de l'épidémie d'encéphalite spongiforme bovine, dite maladie de la vache folle. Mais la reprise des exportations se fera sous contrôle. Le Royaume-Uni détenait la quasi-totalité des cas recensés en Europe, c'est-à-dire un peu plus de 176 000. Pour France 2, Jean-Bernard Schmitt et Sten Rosenlund se sont rendus chez un éleveur britannique victime des conséquences de cet embargo. Celui-ci, en 3 ans, aura coûté 2,3 milliards de francs de pertes à l'agriculture de Grande-Bretagne. George Atkinson a toujours nourri ses bêtes de la même manière, du blé mélangé à des protéines. Jamais il n'a utilisé de farines animales, aujourd'hui interdites. Même avant la crise, c'était pour lui un gage de qualité. Grâce à cette précaution, aucune de ces 200 bêtes n'a dû être abattue par les services vétérinaires. Et pourtant, ces 3 années d'embargo sur le bœuf sont les plus difficiles qu'ait jamais connu son exploitation. Mon élevage n'a plus la même valeur qu'avant la crise. Ça a été très difficile. Nous ne pouvions faire aucun projet d'avenir parce que nous ne savions pas ce qui allait se passer. Aujourd'hui, c'est la première fois depuis longtemps qu'on peut faire des projets. Bruxelles a décidé de lever l'embargo sur le bœuf britannique, en partie à cause de cette étiquette que porte désormais chaque animal. Grâce à elle, les services vétérinaires entendent faire la preuve de leur efficacité, autrefois contestée. Ils savent parfaitement quand l'animal est né, où il est allé et enfin où il a été abattu. Soulagement également ce matin sur le grand marché londonien de la viande. Et pourtant, les professionnels savent qu'ils auront bien des obstacles à franchir. L'embargo n'est qu'en partie levé, aucune bête vivante ne pourra être exportée, uniquement de la viande désossée d'animaux âgés de 6 à 30 mois, avec toutes les garanties sur la mer. Et puis, il faudra regagner tous les marchés perdus. Pour retrouver la confiance des consommateurs, il faut leur faire acheter notre bœuf pour qu'ils réalisent qu'il est bon. Cela veut dire qu'il faut le vendre à un prix compétitif. Or, aujourd'hui, il coûte plus cher que les autres à produire. Pour les professionnels, ce sera donc un processus très long. Les plus optimistes espèrent exporter cette année 5000 tonnes de viande bovine. Ils en vendaient à l'étranger 250 000 tonnes par an avant la crise. Alors même sous condition, l'exportation de viande de bœuf britannique ne rassure pas totalement consommateurs, éleveurs et milieux vétérinaires en Europe. Il s'est même trouvé un ministre allemand du Land de Rhénanie pour estimer que la politique de l'Union européenne prend les gens pour des nigauds. En France, des unions de consommateurs craignent une levée de l'embargo prématurée. Enquête Cyril Deveau. Dans ce supermarché de Normandie, le consommateur y regarde à 2 fois avant d'acheter son beefsteak. La crise de la vache folle l'a rendu vigilant. Mais le retour du bœuf anglais dans les rayons ne semble pas l'inquiéter. Je pense quand même que maintenant ils ont fait le nécessaire pour qu'on n'ait pas de problème. C'est pas parce qu'il y a eu la maladie chez eux qu'il faut spécialement les condamner. Si vraiment les prix sont intéressants et tout ça, j'achèterai du moment que c'est en vente. Ça doit être bon. Pour la viande française, pas de problème d'information. L'étiquetage est réglementé depuis février 1997. En un coup d'œil, on peut tout connaître de sa pièce de bœuf.
son origine, en l'occurrence France, sa catégorie, boeuf, sa race, laitière, sa date d'emballage, sa date de limite de consommation. Mais ce luxe de détail n'est pas obligatoire pour les viandes d'origine étrangère. Si rien n'est mentionné, le bœuf peut venir d'Espagne, de Pologne ou à partir du 1er août d'Angleterre. Autre sujet d'inquiétude, le bœuf utilisé par la restauration collective. Que ce soit cantine ou restaurant, nous avons la crainte que les Anglais essayent de revendre leur viande via ce biais, où l'on sait très bien que le consommateur n'est pas du tout informé sur l'origine des produits qu'il avale dans ce genre de lieu. Pour le bœuf français, la traçabilité est en principe infaillible. Depuis 2 ans, les contrôles ont été renforcés. Les charolais de Louis Jaillant, éleveurs dans l'Aube, sont sous haute surveillance. Ici, pas de farines animales. À l'oreille de chaque bête, un numéro d'identification. Cette attestation sanitaire certifie que l'animal est en parfaite santé. Les animaux en revue. Les éleveurs français, je crois, aimeraient que les troupeaux britanniques aient une traçabilité aussi conséquente que celle qui est en France. Qu'on puisse suivre une vache de sa naissance jusqu'à sa mort. Et la profession agricole française s'est imposée des contraintes. Nous aimerions que celles qui sont imposées en Angleterre soient aussi strictes. Depuis le début de l'année, le nombre de cas de vaches folles a diminué en France, mais pas en Angleterre. Pour les 5 premiers mois de 1999, il y a eu près de 800 cas. Ça fait quand même beaucoup pour 2 fois moins de bovins qu'en France, où il n'y a eu que 12 cas, rappelons-le, pour 1999. Le gouvernement français rappelle donc que le principe de précaution reste prioritaire, malgré la levée de l'embargo par Bruxelles. À l'origine des mesures de précaution prises contre cette maladie dite de la vache folle, il y a les démonstrations scientifiques que cette maladie puisse se transmettre à l'homme, devenant ainsi une variante mortelle de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Explication Benoît Thévenet. Lorsque les Britanniques découvrirent à la télévision ces images de souvenirs d'une jeune fille alors bien portante, Claire Tompkins, atteinte de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, était déjà morte. Son cas et celui de 40 autres personnes ont brutalement révélé à l'Angleterre l'ampleur de l'épidémie. En 1997, soit plus de 10 ans après l'apparition des premiers cas de vache folle en Grande-Bretagne, une équipe de scientifiques britanniques établit de façon formelle un lien entre l'encéphalopathie spongiforme, c'est-à-dire la maladie de la vache folle, et la nouvelle forme de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Au fil des expériences sur les souris et les singes, les chercheurs ont obtenu l'assurance que le même prion était à l'origine de la maladie chez l'animal et chez l'homme. Bien entendu, on ne peut pas faire d'expérimentation humaine, vous avez raison, mais ce que l'on a montré, c'est que la souche de prion en cause était la même chez la vache et chez l'homme. Et ça, c'est un argument majeur pour penser que c'est la même maladie. Si on peut estimer que la maladie de la vache folle sera éradiquée d'ici quelques années, on ne sait en revanche rien de ce que sera l'évolution de la maladie humaine. Les chercheurs estiment que l'incubation peut durer jusqu'à 30 ans. Depuis le début de l'épidémie, un seul cas de nouveau variant de Creutzfeldt-Jakob a été répertorié en France, un autre en Irlande, mais 40 cas comme celui de Maurice Callahan ont été recensés en Grande-Bretagne, dont 10 au cours du dernier trimestre 98, au lieu de 2 à 5 habituellement. C'est une donnée inquiétante. Nous attendons impatiemment, c'est le cas de le dire, les quelques 6 mois ou l'année qui vient pour savoir si cette tendance se confirme ou bien si c'était juste un artefact, c'est-à-dire si c'était juste un petit accident de relevé de données épidémiologiques. Impossible donc de prévoir quoi que ce soit. Suivant les chercheurs, les estimations du nombre de malades à venir oscillent entre 800 personnes et 180 000. Un test pour découvrir la présence de la maladie chez l'homme est bien en cours d'élaboration outre-Manche. Mais on ne dispose toujours d'aucune piste pour venir à bout de la maladie. Pour éviter la transmission du sida de la mère à l'enfant, un traitement vient d'être découvert. Quand on sait que chaque jour dans le monde, 1600 enfants, chaque jour, sont infectés par le sida et que la quasi-totalité d'entre eux naissent dans les pays du Sud, les plus pauvres, on mesure l'importance de cette découverte. Il y aurait actuellement 830 000 enfants contaminés dans le monde. Le traitement mis au point, après les tests réalisés notamment en Ouganda, serait certes long, mais peu onéreux, ce qui est essentiel pour les enfants des pays en état de sous-développement. Commentaire Gilles Marinet. Dans certaines régions de l'Ouganda, une femme enceinte sur 3 est séropositive, un bébé sur 2 risque d'être contaminé. Les traitements existants sont durs à supporter, ils entraînent des effets secondaires et surtout leur coût les rend inabordables. Ce médicament, la névirapine, pourrait tout changer. Une seule prise pour la mère au moment de l'accouchement, 3 jours de traitement pour l'enfant. Les chercheurs américains le testent avec succès depuis 3 mois. Cette étude avait pour but de découvrir le traitement le plus court et le mieux adapté à une femme enceinte contaminée.
un traitement administré à la fin de la grossesse, durant l'accouchement, ainsi qu'au nouveau-né. L'objectif étant d'empêcher la transmission du sida de la mère à l'enfant, mais par des moyens adaptés et financièrement abordables pour les patients qui vivent dans des pays en développement. 4 $, c'est le coût de la prise administrée à la mère et l'enfant. Il en faut actuellement plusieurs centaines pour un moindre résultat, car la névirapine a fait tomber le taux de contamination à 13%. Et le traitement combiné à un autre médicament pourrait s'améliorer. Une équipe française y travaille. Nous cherchons à savoir si donner de la névirapine, en plus d'un traitement par la ZT, augmente l'efficacité de la ZT à prévenir la transmission du virus de la mère à l'enfant. Et un essai de ce type, sous l'égide de l'Agence nationale de recherche sur le sida française, devrait débuter en Afrique dans les prochains mois. Actuellement, dans le monde, 1 million d'enfants sont séropositifs, contaminés dès leur naissance. Et puis en cette période de vacances en France, je veux attirer votre attention sur un appel lancé par les services de l'hôpital Trousseau à Paris. Les dons de sang et de plaquettes font gravement défaut. Les enfants atteints de leucémie ont besoin de vos dons. Alors voici les 2 numéros de téléphone que vous pouvez faire entre 9h et 17h chaque jour pour aider ces jeunes patients de l'hôpital Trousseau. Voici le numéro de téléphone, donc 01 44 73 66 23, 44 73 67 88 entre 9h et 17h. Des retombées tragiques pour les fêtes du 14 juillet hier soir. Outre des incidents à Paris, en Haute-Savoie, 12 personnes ont été blessées par 2 fusées tirées lors du feu d'artifice à Arbois, dans le Jura. Tandis qu'à Saint-Étienne, une femme est décédée des suites de blessures causées par une fusée tirée à Saint-Just-Saint-Rambert dans la Loire. Et 7 autres personnes ont été blessées lors de ce même accident. Reportage Virginie Fichet et Gilles Perret. Au bord du fleuve, la foule a cédé la place aux uniformes. Dans la population, le traumatisme est profond. Les spectateurs de la nuit revivent cet instant où 5 fusées ont dévié de leur trajectoire, l'une d'elles s'écrasant sur le public. Au fur et à mesure où des tirs continuaient, ça s'approchait de plus en plus vers les ports. Et les gens ont été brûlés parce qu'en explosant, les morceaux de feu d'artifice sont venus asperger la foule en fait. Hier soir, vers 23h, ils étaient plusieurs milliers sur la rive droite de la Loire. Le feu d'artifice était tiré depuis la rive opposée, entre les deux points, plus de 200 mètres de distance. Selon les premières constatations, l'affaissement d'une rampe de lancement serait en partie à l'origine de l'accident. Le tréteau n'était peut-être pas fixé de la manière dont il aurait dû l'être, puisque ce genre de tréteaux sont là pour régler la hauteur du tir, la trajectoire. Et donc évidemment, c'est primordial quand on tire un feu d'artifice que de s'assurer de la solidité de ces tréteaux. La gendarmerie a également établi que le type de fusée utilisé et l'angle de tir choisi n'étaient pas adaptés. Trop puissante, la charge aurait déstabilisé les tréteaux. Une erreur de manipulation que la commune ne comprend pas. On a fait tirer ce feu d'artifice par la même société que celle qui nous le tire depuis des années. C'est une société de professionnels, des gens qui ont les habilitations pour le faire. Les feux sont de plus en plus techniques, on n'est plus à l'époque où on le faisait tirer par les pompiers du village. Ce soir, le directeur de la société et l'un des 5 artificiers sont toujours en garde à vue. Avant le feu d'artifice d'hier, malgré leur expérience, ces professionnels n'avaient déposé aucune déclaration préalable auprès de la préfecture. Selon le ministre de l'Intérieur, M. Jean-Pierre Chevènement, toutes les conditions sont maintenant réunies pour un retour à la normale en Corse. En attendant, l'adjudant-chef Éric Moulier, l'un des créateurs du groupe de peloton de sécurité de la préfecture d'Ajaccio, l'un des gendarmes mis en examen pour sa participation dans l'incendie de la Paillote chez Francis, raconte les conditions de cette action. Éric Moulier, dont le père fut l'un des gendarmes tués à Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie, met en cause la préfecture, mais ne nomme pas le préfet Bernard Bonnet. C'est sa version de ce qui s'est passé dans la nuit du 19 au 20 avril dernier sur la plage de Cala-d'Orsou. Entretien réalisé par Michel Fine avec Jean-Pierre Pasteur. Pour l'adjudant-chef Éric Moulier, l'affaire des Paillotes commence début mars, lorsque le chef du GPS, le capitaine Norbert Ambrosse, réunit tous ses officiers. Le capitaine Ambrosse nous a réunis un matin, les 3 lieutenants et moi-même. Et donc nous disons, vous savez ce qui s'est passé cette nuit, vous ne devinerez jamais. Alors effectivement, il dit, ben voilà, le colonel Mazer et le directeur de cabinet, M. Pardini, donc ont été mettre le feu à une paillote. Alors, surtout qu'on n'avait jamais parlé des paillotes. Donc on dit, ah bon Il dit, ouais, donc on n'y croyait pas, c'est pas possible.
Selon Éric Moulier, l'Aria Marina devait être la première paillote incendiée. Le plan a échoué, alors le colonel Mazer demande au GPS de continuer. Mission, incendier 5 paillotes. Les gendarmes refusent, trop dangereux, le colonel insiste, le capitaine doit transmettre les ordres. Il est revenu nous voir peut-être 2-3 jours après, en réunion, il a dit ok, pas 5 paillotes, mais 3. Alors, bon pareil, on dit non, c'est pas possible, on va retrouver le même problème. 5, 3, 10, 15, non, on ne peut pas. Ah, il est reparti, et puis il est revenu, puis il a dit bon d'accord, le colonel a dit mais le préfet veut absolument qu'on fasse celle de chez Francis. Éric Moulier se contentera d'emmener le commando sur la plage avant de le récupérer. Mais le lendemain, en regardant la télévision, surprise. J'ai vu M. Ferraud avec des tracts à la main dans FR3 Région Corse le soir. Je me dis qu'est-ce que c'est ça, qui c'est qui a posé ça? Quand j'ai appelé le lieutenant de Tavernier, il me dit c'est le capitaine qui a sorti de sa poche. Et quand sur la plage, moi-même, qui n'étais pas au courant, je lui ai demandé d'où ça venait, il m'a dit que le colonel Mazer lui avait donné, que c'était à la préfecture qu'on lui avait donné ces tracts à déposer sur la plage. Et je pense que ça a été caché plus ou moins volontairement, le côté des tracts. Parce que moi, les tracts Ferraud balance des flics, je savais pertinemment ce que ça engendrait. Je suis militaire, j'obéis aux ordres, mais là, c'est comme si je mettais une croix dans le dos de M. Ferraud, une croix de fusil. L'affaire des paillotes a entraîné la dissolution du GPS. À l'origine, pourtant, le groupe avait d'autres missions. Pendant des mois, son peloton d'observation, le Pro, a surveillé les assassins présumés du préfet Erignac, jusqu'au jour où la gendarmerie a été dessaisie de l'enquête. Il faut savoir quand même que la gendarmerie, à ce moment-là, et ça personne ne l'a dit, avait 70%, voire 80% du dossier du commando Erignac. Est-ce que la gendarmerie a continué à travailler sur les objectifs La gendarmerie, non, le Pro, oui. Puisque la gendarmerie... Le peloton d'observation a continué à travailler après que la gendarmerie a été dessaisie. Bien sûr. Mais ça, les ordres ne venaient pas de la DG. Ils venaient d'où? Ils venaient de la préfecture. Éric Moulier a fait 40 jours de prison. Comme tous les autres gendarmes du GPS, il vient de retrouver une nouvelle affectation. Malgré tout, il a décidé de quitter la gendarmerie et de partir à la retraite. Sur décision de la Cour de cassation, la compagnie British Airways est définitivement condamnée à indemniser les passagers français de l'avion de cette compagnie, avion qui s'était posé au lendemain de l'invasion du Koweït en août 1998 par l'Irak sur l'aéroport de la capitale koweïtienne. Ils avaient été pris en otage, utilisés comme bouclier humain. La compagnie aérienne British Airways n'aurait pas dû poser son appareil en août 1990. En France, ces dernières 24 heures, 39 départs de feu ont été recensés dans les Bouches-du-Rhône. Les incendies ont été maîtrisés, comme l'a été celui du maquis de Haute-Corse près de Saint-Florent. Pour prévenir et détecter tout départ de feu, le département du Var dispose d'une flotte de 5 hélicoptères bombardiers d'eau, équipés d'un système de vidéo permettant une surveillance permanente des massifs menacés. Reportage Joël Bruandet et Yann Moine. Ils sont peut-être moins célèbres que les Canadair, pourtant dans le Var, les hélicoptères bombardiers d'eau font partie du paysage depuis 12 ans. Décollage Benabel 2 pour le secteur la gare Frenier. Mais désormais, leur mission ne s'arrête pas au simple largage. Depuis peu, ces appareils sont en effet équipés d'une sorte de vidéosurveillance embarquée. Entre les mains de cet officier des sapeurs-pompiers, une caméra numérique qui envoie grâce au satellite des photos des éventuels incendies. L'hélicoptère, quant à lui, est localisable à tout instant grâce à une balise GPS. Cette petite tache bleue au centre de l'écran, c'est notre hélicoptère. Bon, on les suit. On ne les perd pas de vue. Nous sommes au centre de commandement des sapeurs-pompiers du Var. Ici, c'est le règne de la radio. Validité Codis. Aujourd'hui, le recours à des images comme celle-ci est de plus en plus fréquent. Ici, nous avons beaucoup de radios, beaucoup de téléphones, on a de grandes oreilles, mais on est aveugle. Et pour sortir de notre cécité, il nous faut des moyens où on reçoit des images, soit des images indirectes par le positionnement des hélicoptères, soit des images directes par une prise de vue caméra qui va nous donner ici une petite vision du terrain. Pourtant, en termes de prévention des feux de forêt, rien ne remplace l'œil, humain celui-là. Du haut de cette tour qui culmine à 800 mètres d'altitude, Odette et son mari Jean-Paul dominent une bonne partie du massif des Morts. À la jumelle ou simplement à l'œil nu, ils passent les 3 mois d'été à scruter leur océan à eux, cette forêt qu'ils connaissent désormais par cœur. Vu l'état de sécheresse, on doit être vigilant à peu près toute la journée, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer.
Et cet été, comme chaque année, guetteurs, pilotes ou sapeurs-pompiers au sol font partie d'un dispositif impressionnant. Au total, dans le Var, près de 40 millions de francs sont investis pour préserver le deuxième département le plus boisé de France. Dans des proportions évidemment incomparables, il y a actuellement des milliers d'hectares en feu en Alaska et des dizaines de milliers d'hectares ravagés par des incendies en Russie, au point que le président russe, Boris Yeltsin, a dû quitter sa résidence située à une centaine de kilomètres de Moscou. On signale également des dizaines de milliers d'hectares en feu dans le sud de la Sibérie. La Chine annonce qu'elle possède la maîtrise de la technologie de la bombe à neutrons. Plusieurs rapports américains laissaient planer le doute, mais la Chine a fait cette annonce publique pour bien montrer sa détermination alors que la tension avec les dirigeants de Taïwan augmente sérieusement. Commentaire Jérôme Bonny. Il y a longtemps déjà que la Chine populaire est fière d'être une puissance nucléaire. Depuis 1964, date de l'explosion dans le désert du Lop Nord de la première bombe A, dont le champignon soulevait d'enthousiasme les petits soldats de Mao. 45 essais en tout jusqu'à 1996, année où la Chine signe le traité international sur l'interdiction des essais nucléaires. On se doutait que l'Empire du Milieu maîtrisait la bombe à neutrons, extrêmement irradiante, avec la particularité de tuer les hommes en laissant le matériel pratiquement intact. Mais aujourd'hui, c'est enfin officiel. Ce porte-parole vient de l'annoncer. Le gouvernement chinois détient la bombe à neutrons. C'est une réponse aux accusations d'espionnage nucléaire d'une commission parlementaire américaine. Sous-entendu, nous n'avons pas besoin de votre technologie. Il ne mâche pas ses mots, le représentant de cette Chine, qui prétend être le dernier pays du monde à savoir encore dire non aux États-Unis, et avec des arguments de choc. La pollution de l'eau dans le département du Pas-de-Calais et à Liévin précisément prive d'eau potable depuis une semaine plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est la pollution d'une nappe souterraine par des produits dérivés de l'éther qui est à l'origine de cette situation. Du coup, les ventes d'eau minérale ont quadruplé à Liévin. Un projet de loi est actuellement à l'étude pour rendre obligatoire la protection des piscines privées. Il faut savoir que 40 enfants décèdent chaque année en se noyant dans les piscines privées. Et le plus souvent en raison de l'inattention des adultes. Il existe plusieurs systèmes de sécurité. L'un de ces systèmes a été mis au point par le père d'un enfant décédé. Explication avec l'enquête d'Olivier Théron et Didier Beaumont. C'est la deuxième cause de mortalité chez les moins de 4 ans. L'histoire tragique se répète tous les ans. Quelques minutes d'inattention des parents, un faux mouvement, et c'est la noyade. Dominique a perdu son fils comme ça. Dany avait 4 ans. On était dans le salon et il jouait dans le terrain derrière. Et en quelques secondes, bon, il est venu là vers la piscine, alors qu'il n'y allait jamais. En plus, jamais sans ses brassards. Et ce jour-là, bon, il était dans la piscine et il est descendu des escaliers. Voilà, ça s'est passé en quelques secondes. Tout le monde était là. Même sa sœur qui a 13 ans, qui sait très bien nager, qui est à côté de la piscine, qui ne l'a pas vu. Dominique, pour que ça n'arrive plus, a mis au point un système d'alerte, une sorte de barrière infrarouge qui entoure la piscine avec des capteurs et qui déclenche une sirène quand l'enfant s'approche trop près de l'eau. Il a développé l'idée avec un ami industriel et fait breveter le système. C'est toujours lors de quelques minutes d'absence ou un coup de fil ou quelque chose, ou même dans le cas d'une barrière, le portail qui reste ouvert ou l'enfant qui l'escalade, que l'accident arrive. Le problème, c'est qu'il faut que les parents soient avertis. D'autres systèmes existent aussi, comme les barrières qui entourent les piscines. Et un projet de loi est à l'étude pour rendre obligatoire ces protections. En cas d'accident, il est nécessaire de prévenir les secours et tout de suite de prodiguer des premiers gestes. Il faut commencer à faire ce qu'on appelle le bouche à bouche, le massage cardiaque, bref, la réanimation initiale. Bien peu de parents savent la faire, cette réanimation. Il faut essayer de faire quelque chose. Je pense que c'est le bouche à bouche, improviser un bouche à bouche, improviser un massage cardiaque. Chaque année, il y a environ 300 noyades qui occasionnent 40 décès. Alors pour que l'été ne se transforme pas en cauchemar, il vaut mieux rendre les enfants insubmersibles. Du sport, du cyclisme, le Tour de France avec une 11e étape où le gros du peloton a semblé s'endormir, fort peu inquiet d'une échappée de coureurs mal classés. Coureurs qui ont quand même réussi à franchir la ligne d'arrivée à Saint-Etienne avec quelques 22 minutes d'avance. C'est le champion de Belgique Ludo Dirksens qui l'a emporté. Commentaire Florent Gautreau.
Yul Brunner ne faisait pas de vélo, Marco Pantani ne fait pas le tour, pas d'erreur. Ce divin chauve qui lève les bras n'est autre que Ludo Dirksens. Le champion de Belgique a réussi là où tous les autres avaient échoué depuis le début du tour. Une réussite qu'il doit d'abord à une échappée précoce en compagnie de 6 autres coureurs qui vont compter jusqu'à 16 minutes d'avance sur un peloton serein qui laisse faire. Dans le groupe des 7, un seul Français, Laurent Lefebvre, il court le tour pour la première fois et il rêvait d'une victoire à Saint-Étienne. Ouais, c'est sûr qu'on est devant et que le peloton est à 15 minutes à 50 km de l'arrivée. Bon, c'est sûr que c'était à nous 7 qui allait gagner. Mais bon, il y avait quand même de très bons coureurs, donc je savais que ça allait être difficile. Dans le dernier col, Lefebvre ne résiste pas à l'attaque de Dirksens et tout le groupe explose. Personne ne reverra le champion belge qui assure sa victoire dans la longue descente vers Saint-Étienne. Une étape qui ne change rien puisqu'Armstrong est toujours en tête, mais une étape qui fait du bien à ceux qui croient aux vertus de l'effort solitaire. Du tennis, demain à Pau, début des quarts de finale de la Coupe Davis opposant la France au Brésil. Côté français, Cédric Pioline et Sébastien Grosjean joueront les parties en simple face à Fernando Meligeni, mais surtout à Gustavo Kuerten. Présentation Christelle Bertrand et Maryse Richard. Au tennis, on ne prend pas tout au pied de la lettre, mais aujourd'hui France-Brésil, c'est une référence. Les hommes de Forget aussi aimeraient chanter et 1, et 2, et 3-0. L'équipe de France est déjà dans le ton en portant le maillot. Sébastien Grosjean a laissé le sien au vestiaire, pourtant c'est bien lui le bleu de l'équipe. Le Marseillais est sélectionné pour la première fois. Le maillot des footballeurs, c'est un cadeau clin d'œil. Cela lui plairait d'imiter les champions du monde. C'est Ala Solves qui est arrivé avec des maillots, avec nos noms et les numéros derrière, donc je trouve que c'était vraiment très sympathique de sa part. Puis ça rappelle d'excellents souvenirs, en espérant faire aussi bien que l'équipe de France de foot. Les Brésiliens ne sont pas du tout du même avis. Gustavo Kuerten, le numéro 1 de l'équipe, a comme qui dirait une légère amnésie à propos de l'événement. J'oublie les choses très facilement. Le sort a décidé de faire d'abord jouer Sébastien Grosjean contre Gustavo Kuerten. Ensuite, Pioline prendra le relais contre Meligeni. Pour ce quart de finale, les Français sont confiants, ils ont tout choisi, mais le capitaine ne veut surtout pas se considérer comme favori. On a choisi de venir ici, on a choisi la surface, on a choisi les balles. On ne va pas commencer à parler de ces choses-là, puisque bon, c'était vraiment un choix qui était délibéré, qui nous avantage a priori. Au pays du basket, les Français s'accordent quelques moments de détente. Après on arrête, il est midi. Les joueurs se sont bien préparés pour affronter le Brésil. En plus, ils savent qu'à Pau, on peut compter sur la chance. De la musique avec le chanteur-compositeur nigérian Kezia Jones qui publie un 3e album. Ce guitariste met en musique ses impressions d'Afrique. Marie-Josée Jouin et Jean-Louis Molin l'ont retrouvé à Londres chez lui après avoir assisté au spectacle qu'il a donné à La Cigale à Paris. Son territoire de prédilection, la jungle urbaine. Peut-être parce que le chanteur nigérian a commencé à gratter sa guitare dans le métro. On se souvient encore de The Rhythm is Love, c'était en 92 un succès. C'est là que j'achète mes petits trucs, mon miel, mon lait de soja et mes journaux. Aujourd'hui, Kezia Jones vit et crée à Londres, dans un univers à la Basquiat. Peinture, montage, superposition, assemblage de mots et d'objets, une deuxième passion. Et pourquoi pas une exposition. Ça représente la tournée. Là, c'est 99 et là, c'est le support du tour. Fils d'un grand chef guerrier du Nigeria, Kezia garde l'Afrique au cœur. Pour moi, la tristesse est de circonstance. Parce que je suis africain et que je dois vivre en Europe. Chaque jour, vous devez vous resituer. Vous comprenez? Et quand vous êtes français, vous vous réveillez tous les jours, sachant que vous êtes français. Et moi, je dois me remettre en question tous les jours. Si en 95, son deuxième album n'avait pas séduit ses fans, le troisième, écrit au Nigeria, est un florilège de sensations. Peut-être est-ce dû à sa rencontre avec Fela Kuti, figure mythique de la musique africaine. Ma philosophie de la vie a été influencée par la sienne. C'était l'homme le plus courageux et le plus héroïque. Quand vous êtes jeune, vous rencontrez un mec comme ça et vous vous dites « c'est comme ça que je veux être plus tard, parce que c'est un vrai héros ».
son nouveau tube sera-t-il de la même veine que The Reason Is Love? Toujours est-il que la gestuelle féline de Kezia Jones fascine le public, autant que sa musique, sensuelle comme le personnage. Kezia Jones est en tournée en France actuellement et on le retrouvera à l'Olympia à la rentrée. Dans le kiosque de la presse magazine, deux nouveautés. Tout d'abord Tribeca, c'est un news magazine bitrimestriel pour la génération des 18-30 ans. Et puis la sortie du magazine Croisière, c'est le premier du genre consacré à ce loisir. Voilà, nous arrivons à la fin de ce journal. Je vous rappelle le principal titre de l'actualité que nous avons développé, l'arrivée au Kosovo, à Pristina, du président élu, M. Ibrahim Rugova, chef modéré des Albanais, arrivé dans l'enthousiasme populaire. Mais M. Rugova n'a fait qu'un aller-retour, il reviendra au Kosovo la semaine prochaine. Et puis arrivé également à Pristina aujourd'hui de l'administrateur des Nations Unies, M. Bernard Kouchner. Il y a tout à faire et à refaire et vite, et il faudra y mettre le prix, avait-il dit. La météo dans quelques secondes vous sera présentée par Isabelle Martinet, suivi du point route de Valérie Maurice, suivi des Nouveaux Mondes au Népal avec Antoine de Maximi. À 0h50, le dernier journal de la rédaction avec Laurence Ostolaza. Demain à 7h50 dans les 4 vérités, Marie-Pierre Sfarkas recevra M. Bani Sadr, l'ancien président iranien. À 13h, vous trouverez Carole Gessler et Rachid Arabe. Et à 20h, Béatrice Schoenberg. Bonnes vacances, à bientôt, bonsoir, merci.